Mardi 12 mai 2020. Sur le vif, épisode 7. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Marc-André Bélanger, coordinateur du développement des pratiques au regroupement des auberges du cœur du Québec. Partenaire du CRIMIS, ce regroupement joue le rôle de trait d'union entre 30 auberges membres réparties dans 10 régions du Québec. Les auberges du cœur sont des organismes communautaires autonomes qui hébergent des jeunes en difficulté et sans-abri depuis plus de 40 ans. Alors, merci Marc-André de vous prêter au jeu du balado. Quels sont les impacts de la situation de la COVID-19 sur la réalité quotidienne des auberges et comment les pratiques d'intervention ont dû s'adapter, voire se transformer? C'est sûr que la COVID a rapidement eu des impacts sur les auberges du cœur. Pour certaines d'entre elles, elles ont dû fermer temporairement leur volet d'hébergement parce qu'elles ne pouvaient pas respecter les consignes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Soit en raison d'un manque de matériel sanitaire, de ressources humaines ou simplement par manque d'espace. La plupart des auberges ont d'ailleurs dû réduire leur capacité d'accueil en raison d'un manque de chambres uniques, soit avoir un seul ou une seule jeune par chambre. En termes d'impact, c'est sûr que les auberges ont dû mettre des règles de gestion des allées et venues, de mettre en place des procédures pour des nouveaux accueils, des procédures pour les jeunes qui continuaient à travailler, donc les retours à l'auberge, de douche, lavage de mains, lavage de vêtements, etc. Ça a eu un impact aussi au niveau de l'abolition de la quote-part, à savoir que les jeunes doivent payer une certaine quote-part aux auberges. Donc, le temps de la crise, ces quote-parts-là ont été abolies. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Les séjours qui sont limités dans le temps, maintenant les auberges vont faire des prolongements de séjours pour les jeunes qui n'ont pas de plan B, pour pas que les jeunes se retrouvent dans des situations d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. Il y a aussi eu, il y a eu tout ce qui a trait en fait aux entrées dans les auberges, donc les interdictions de visite, même aux anciens ou aux anciennes résidentes, donc qui peuvent plus venir à l'auberge pour des activités comme les cuisines collectives, etc. En termes d'intervention, ce que ça signifie que tout le volet de soutien en post-hébergement a grandement écopé. Maintenant, ça se fait majoritairement à distance, soit par téléphone ou en visioconférence. Par contre, dans les maisons, le lien qui se tisse avec les jeunes, même si on doit garder une distance de 2 mètres, est quand même facile à maintenir. Mais c'est vraiment lorsqu'on fait du soutien avec des jeunes qui sont en post-hébergement où là, c'est plus difficile d'entretenir ces liens-là. On a vu certaines initiatives naître aussi de cette crise-là, entre autres des auberges qui n'offraient pas d'aide alimentaire, qui ont dû créer en vitesse des services pour aider les jeunes qui avaient plus de ressources, des ressources d'aide alimentaire qui devaient fermer dans leur secteur, donc pour pallier à ces ressources-là. Sinon, ce qu'on a vu en termes d'intervention, tout ce qui est l'approche en réduction des méfaits, il y a eu des grandes réflexions et des adaptations, particulièrement ce qui a trait au cannabis chez les jeunes qui sont majeurs, où on a vu des nouvelles pratiques émerger, comme considérer la substance comme un médicament pour que les jeunes puissent quand même consommer pour gérer soit leur stress ou leur anxiété, etc. Donc, c'est des substances maintenant qui sont considérées un peu comme un médicament, donc c'est sous clé, puis les jeunes peuvent demander à leur intervenant pour avoir ce qui leur appartient. Puis sinon, justement, les intervenants, ce qu'on entend, c'est qu'il y en a beaucoup qui voient leur rôle passer de intervenant psychosocial à animateur ou animatrice de milieu ou même de surveillant des règles, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de procédures qui se sont mises en place, puis que les jeunes restent en présence continue dans les maisons. Donc, le rôle des intervenants et des intervenantes aussi ont un peu basculé vers un rôle d'animation pour quand même maintenir des climats sains dans les maisons. D'accord. Et quelles sont les réactions et principales préoccupations justement des jeunes accompagnés ou hébergés en lien avec la situation? Bien, il y a quand même beaucoup de jeunes qui comprennent les motifs des mesures qui ont été mises en place pour tenter de contenir cette pandémie, mais pour plusieurs, ce qu'on entend, c'est que ça reste une punition pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. La privation des sorties ou le changement des règles en cours d'hébergement, la difficulté à maintenir leurs démarches qu'ils ont entrepris, à savoir la recherche d'emploi, les études, des trucs comme ça, mais ça les affecte quand même beaucoup. Ce qu'on remarque aussi, c'est que de vivre enfermé avec d'autres jeunes, pratiquement 24/7,
mais ça fait ressortir beaucoup de tensions dans les groupes, puisque là, tous les jeunes se mettent à vivre les bobos des autres. Puis, ce qu'on remarque aussi, mais là, ça va être plus chez les jeunes qui sont en suivi post-hébergement, là, dans des appartements supervisés ou des logements sociaux, mais on remarque que les enjeux de santé mentale sont vraiment avivés. Donc, ce qu'on remarque, mais c'est de l'anxiété, de la dépression, de la détresse qui est plus exacerbée. Beaucoup de jeunes vont se retrouver davantage isolés. C'est être seul dans son appartement lorsqu'on on perd son emploi, les ressources qui aident ces jeunes-là à se maintenir en stabilité résidentielle, comme l'aide alimentaire ou un support psychologique, etc. Donc, quand ces ressources-là ferment, les jeunes vont se demander là, comment ils vont arriver à garder leur appartement ou où ils peuvent compenser pour aller chercher les ressources qu'ils fréquentaient avant. D'accord. Et quel impact observez-vous sur la santé physique et mentale des jeunes, justement depuis le début de la crise socio-sanitaire et le début du confinement? On n'a pas vraiment remarqué, en tout cas actuellement, d'impact sur la santé physique. Ce qu'on remarque, c'est beaucoup plus là, un impact sur la santé mentale. Comme je disais, le niveau d'anxiété a passablement augmenté, quoique là, la situation semble se stabiliser là, depuis 1 ou 2 semaines. Mais la hausse d'anxiété, elle a eu des effets sur d'autres enjeux de santé mentale, à savoir tout ce qui est troubles du déficit de l'attention, les troubles du spectre de l'autisme. Il y a eu quelques cas de psychose aussi, donc qui ont nécessité des hospitalisations chez des jeunes des auberges. Dans les suivis en post-hébergement, ce que les intervenants et les intervenantes observent, c'est outre le niveau d'anxiété puis de stress qui a augmenté, mais c'est beaucoup de signes de dépression chez les jeunes. C'est ce qu'on voit, c'est que les jeunes avaient développé des stratégies pour vivre avec leurs enjeux de santé mentale. Puis ces stratégies-là, mais ils sont mises à l'épreuve là, quand on est en mesure de confinement. Fait qu'on pense notamment là, à tout ce qui touche l'automédication, que ce soit les drogues, l'alcool, les médicaments en vente libre, etc. Mais aussi les groupes d'entraide, les sorties, les activités physiques qui permettent aux jeunes de gérer leurs enjeux de santé mentale. Bien, toutes ces activités-là ou ces stratégies pour compenser, les jeunes y ont moins accès ou ils ont carrément plus accès. Tout ce qui est alternatif là, à la consommation va être mis de côté. Puis on voit que les impacts qui étaient positifs sur leur maintien de leur santé mentale, vu qu'ils perdent ces stratégies-là, ça ravive certaines problématiques. Et comment alliez-vous justement les approches de santé publique et la philosophie d'intervention des auberges qui s'appuie sur une approche globale et l'empowerment des jeunes? Mais donc, c'est des fondements de l'intervention qui se basent sur une approche globale, sur l'affiliation sociale, sur le développement du pouvoir d'agir et la pratique de la citoyenneté, ça n'a pas changé. Toutefois, les mesures prises pour contenir la propagation là, du virus viennent questionner dans certaines équipes la façon dont on va actualiser ces approches-là. Ça demande plus d'adaptation pour que on puisse continuer à maintenir les fondements de l'intervention dans un contexte de confinement puis de distanciation physique. Par contre, c'est ça, la création du lien significatif avec les jeunes, ça demeure un aspect qui est important dans l'intervention, même en cas de crise. Le fait d'être confiné donne même davantage de temps pour discuter autour d'enjeux qui touchent les jeunes. Puis, ça pour nous, c'est une composante de l'empowerment, c'est-à-dire de connaître davantage ses droits, ses responsabilités, ses devoirs. Ça permet aux jeunes de se réapproprier du pouvoir sur sa vie. Donc, la période actuelle permet de travailler ces approches-là d'intervention malgré les mesures là, prises par la santé publique. Et comment voyez-vous la suite? Outre les changements là, qui pourraient persister dans le temps là, au niveau de l'intervention, comme par exemple l'aide alimentaire ou la réduction des méfaits là, en lien avec le cannabis, l'avenir là, à court et moyen terme, pour moi, je vois pas tant de positif. Là. Ce qu'on remarque, là, les auberges ont des pertes financières anticipées assez importantes, dû au fait que c'était la période là, qui s'ouvrait pour les activités d'autofinancement. Donc, le fait de devoir annuler ces activités-là va créer des manques à gagner importants. Puis, ça va résulter en des choix difficiles, c'est-à-dire soit couper des services ou offrir moins de temps de présence d'intervention. Fait que, la suite, écoute, espérons que le discours politique là, qu'on entend depuis plusieurs semaines devant les ressources
essentiel se transforme dans un soutien financier adéquat, récurrent pour les maisons d'hébergement communautaire jeunesse. Parce que leur situation qui est déjà critique, la crise sanitaire est venue exercer une pression énorme. Puis ma crainte, c'est que ça ait raison de certaines de ces ressources-là. Donc, pour la suite, j'ai l'impression que ça va prendre de la volonté politique pour être en cohérence avec la volonté des intervenantes et des intervenantes. Marc-André, je vous remercie. Est-ce que vous auriez quelques suggestions de lecture ou autres à nous apporter? Oui, c'est pas un roman qui est récent, mais Les Cicatrisés de Saint-Souvignac, qui est un petit roman quand même facile à lire. C'est une histoire coécrite par 4 auteurs, fort intéressant que je vous suggérerais à lire pendant cette période de confinement.